Un YouTuber défonce tout au box-office, Sydney Sweeney est détestable, Elon Musk nous emmerde avec l'Odyssée de Christopher Nolan, les acteurs et réalisateurs cités dans les fichiers Epstein, on va parler de plein d'actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Salut à tous, ici Reg, on va évoquer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, dès cette semaine, vous allez avoir Predator Badlands, qui est vraiment très cool, Tron Ares et Les 4 Fantastiques. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, et même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous à Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Smashing Machine, une bêta après l'autre, et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, il faut avoir YouTube Premium d'après moi, c'est un super service et vous l'avez pour moins cher avec un VPN en Union Européenne parce que c'est plus simple. Roumanie, Bulgarie, il y a encore plein de tutos qui vous disent comment faire et ça fonctionne. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent aujourd'hui de mettre votre carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous margot le Roby en paix, utilisez un VPN. Et en plus de ça, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très précise et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, vous le serez. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, j'ai l'impression qu'elle date d'il y a plusieurs semaines déjà, hein, mais non, c'était la semaine dernière, c'est déjà Darren Aronofsky qui a donc produit une œuvre sortie sur YouTube Full IA. Voilà, c'est une série télé qui est intégralement générée par intelligence artificielle, Gen AI, qui raconte la création de l'Amérique. C'est horrible. Voilà, premièrement, visuellement, c'est horrible, mais c'est pas le souci hein, que ce soit visuellement horrible, parce qu'un jour, ce sera plus visuellement horrible. C'est juste que des gens comme Aronofsky mettent en avant ce genre de technologie. Alors oui, il est connu pour avoir plagié des choses comme ça, surtout Satoshi Kon, mais encore une fois, c'est dommage de mettre en avant ce genre d'œuvre qui ne sert à rien, que les gens vont gober sans problème, et ça habitue le grand public à accepter l'IA générative plutôt qu'à créer des choses intéressantes, fortes. C'est juste que là, ça coûte que dalle, contrairement à faire une série en animation ou une série historique. Donc ça va exister de plus en plus et c'est gênant quand un réalisateur un peu respecté, alors Aronofsky on peut le respecter ou pas ce que vous voulez, hein, mais en tout cas il est connu, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des films marquants que les gens adorent, qui mettent en avant l'IA, je trouve ça assez dégueulasse et ça me rend très triste. Comme le décès de Catherine O'Hara, hein, qui est survenu un peu de nulle part malheureusement, évidemment qu'elle repose en paix, une pensée à sa famille, ses amis et toute personne qu'elle connaissait, car elle était en train de tourner, enfin elle devait tourner en tout cas hein, la saison 2 de Studio, et tout le monde a appris son décès comme ça. C'est une grosse carrière hein, américaine, elle a joué dans énormément d'œuvres occultes dès les années 70, elle jouait encore aujourd'hui de manière très active dans plein de projets, donc c'est un décès qui marque hein, 70 ans, ça peut paraître jeune aujourd'hui mine de rien, c'est très triste, donc une pensée encore une fois à tous ceux qui vivent ce décès, qui en souffrent, parce que c'était quand même une actrice remarquable et une personne qui avait l'air hein, visiblement très sympathique d'après beaucoup de personnes. C'est Sydney Sweeney qui nous emmerde encore une fois en parlant de politique et d'art. Elle a dit qu'elle ne fait pas de la politique mais elle fait de l'art. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Je veux dire, littéralement, l'art, c'est de la politique. Hein. Que vous le vouliez ou non, l'art est fondamentalement politique. Le cinéma est fondamentalement politique. Et juste la femme de ménage, hein, de Housemaid, c'est politique. Ça parle de patriarcat, ça parle de violence conjugale. Encore une fois, vous confondez tous, enfin pas tous, mais beaucoup d'entre vous, le terme politique et partisan. Partisan, c'est-à-dire que vous faites une œuvre pour mettre en avant un parti politique, en général, et je caricature un peu la définition. Et politique, c'est de parler de choses qui concernent littéralement tout le monde, par rapport au système mis en place, surtout de domination. Mais voilà, The Housemaid, c'est littéralement un film qui critique les hommes violents, qui critique le patriarcat, qui étouffe, qui met vraiment en sourdine beaucoup de femmes qui voudraient s'en sortir. Tout ça pour les avantages d'un homme. Et c'est 100% politique comme œuvre. C'est une œuvre de merde, hein, moi je considère. Mais en tout cas, c'est politique. Et dire qu'elle fait pas de la politique... C'est ridicule, c'est juste qu'elle n'a pas envie d'être associée aux républicains MAGA car eux ne vont pas voir ses films. Et de l'autre côté, les libéraux américains, ils n'ont pas non plus envie d'aller voir ses films parce qu'elle est trop politiquement à droite, donc ils la boycottent. C'est con hein, parce que c'est une bonne actrice, moi je considère, et juste qu'elle s'est mise dans un bourbier pas possible pour rien. En voulant jouer les deux côtés,
au final, tu joues un côté plus que l'autre. Hein. Bah, vous savez, les gens qui sont silencieux, qui n'osent pas parler, qui font un peu du pied aux deux côtés, sont rarement appréciés du côté gauche parce que justement, ils n'arrivent pas à s'imposer, à parler de choses sérieuses, alors que les autres acteurs hein, qui parlent de choses politiques s'en sortent bien. On le voit avec Ice en ce moment aux États-Unis, ils sont respectés, ça se passe bien, mais elle veut attirer tout le monde. Bon, c'est pas la bonne stratégie. Peut-être aussi elle a des convictions qui sont plus côté républicain que démocrate. À la limite, peu importe, mais juste le fait de dire que tu fais de l'art et pas la politique, c'est de la merde. Je veux dire, son précédent film, je l'ai pas vu, mais ça s'appelait Americana. À partir de là, ça parlait de l'Amérique rurale. C'est fondamentalement politique, en fait. Donc elle est juste à côté de la plaque. Elle essaie de se rattraper après la pub de Jean qui a dégénéré, alors qu'elle aurait juste pu dire dès le début oh pardon, c'était pas mon intention, désolé, je suis pas une Trumpiste, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais non, en fait, elle voulait attirer tout le monde et fatalement, ça lui a fait beaucoup de mal. L'avantage, c'est qu'elle sort d'un énorme succès. On verra par la suite hein, pour sa carrière. Dommage, encore une fois, parce que moi, je l'aime bien en tant qu'actrice. Je trouve qu'elle est douée, mais elle fait de la merde en termes de marketing. Et ça lui fait du mal, je pense, en termes d'image. Ce qui est con, parce qu'il y a quelques années, bah, tout le monde la défendait. Même pas. Hein. Il y a avant la pub de Jean, tout le monde la défendait. Mais moi, je l'ai défendue en disant, bah, en fait, oui, elle a le droit de se sexualiser si elle veut. Hollywood, c'est compliqué. Parfois, il faut se mettre en avant. Ça reste une bonne actrice. Mais là, elle continue de faire de la merde. Et c'est un peu dommage. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Michael a montré une nouvelle bande-annonce et encore une fois, ça a l'air nul. Moi, je maintiens, ça a l'air d'être un biopic classique sans intérêt. En termes de mise en scène, il n'y a pas l'air d'avoir des partis pris. Visuellement, c'est dégueulasse. Il y a des plans, des effets spéciaux, c'est immonde. Le plan à New York, c'est une catastrophe. Il y a plein de moments comme ça où tu dis à quoi sert ce film, mis à part un enchaînement Wikipédia de sa vie, des musiques cultes pour amener le max de personnes en salle. C'est littéralement ça. Moi, ça me dégoûte un petit peu parce que je pense que Michael Jackson mériterait un vrai bon biopic, comme on a eu sur Robin Williams, comme on a eu sur Rocketman, du coup, d'Elton John et des choses comme ça. Moi, je pense que Michael mériterait un vrai bon biopic et pas la sauce Bohemian Rhapsody. Comme Queen aurait mérité un vrai bon biopic, ils se tapaient Bohemian Rhapsody et c'est dramatique. Je pense que Michael Jackson méritait un truc vraiment bien fait. Parce qu'on peut parler des accusations, de son comportement, des choses comme ça qui étaient problématiques. Je dis pas que c'est un pédophile, attention, je dis juste qu'il y avait des comportements qui étaient bizarres. On se rappelle tous quand on était gamin, du moment à l'hôtel avec le bébé, les comportements, comment il parlait de certaines choses et tout. C'était un mec un peu chum, d'accord? C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste un mec un peu bizarre. Et ça aurait été intéressant de parler de ça aussi. Mais même si ça parlait pas de ça, qui est de la mise en scène, qui a un parti pris, je veux dire Elvis, ça parlait pas du tout de Priscilla, pourtant c'était vachement problématique, mais il y avait une mise en scène, il y avait un talent, il y avait quelque chose. Là, quand tu vois ça, Antoine Fuqua, ils mettent en avant un fond Bohemian Rhapsody parce que c'est le même producteur, tu dis bah ça va être une catastrophe, quoi. Ça va pas du tout aller, et je pense vraiment que ça va être nul, mais que les gens vont bander dessus, car c'est Michael Jackson, car il y aura les musiques cultes, mais j'attends juste de la mise en scène, j'attends juste un bon film, parce que je pense que Michael Jackson mériterait un bon film, c'est aussi simple que ça. De Drama a aussi diffusé sa bande-annonce et ça a l'air vachement bien. Déjà, l'alchimie du couple Robert Pattinson et Zendaya a l'air vraiment cool. Je pense que ça peut vraiment fonctionner. Et il y a une sorte de mystère par rapport aux lèvres. Alors oui, il y a eu des leaks peut-être sur ce qui se passe dans le film réellement, mais relation toxique qui peut être très très fun à suivre. Je pense que ça peut être vraiment divertissant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sortira en France comme prévu, parce qu'on sait jamais avec ce genre de film, surtout les films à 24, mais j'ai hâte de le voir. Vous savez, hier c'était le Super Bowl et il y avait pas mal de pubs, mais une pub m'a marqué, c'est la pub Jurassic Park. Pourquoi? Car ils ont fait revenir les acteurs dans Jurassic Park, hein, tout le monde, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill. Ils sont revenus avec des modifications faites par IA, une sorte de rajeunissement numérique dégueulasse, et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je veux dire, les acteurs auraient pu très bien jouer leur rôle sans rajeunissement dégueulasse, juste refaire les scènes en mode regardez, c'est nous les acteurs, payez-nous beaucoup d'argent, c'est fun, c'est drôle et tout. Non, ils ont fait un rajeunissement dégueulasse numérique. Je pense pour qu'on parle du produit, pour qu'on parle d'eux. C'est réalisé par Taika Waititi qui a pris son chèque aussi. Bref, c'est catastrophique, mais ils ont tous pris un chèque. Et il y a un extrait de 1 minute 50 où ils refont des scènes de Jurassic Park avec justement la technologie, je crois que c'est un téléphone ou une sorte de marque de téléphone, je sais même plus ce que c'est, ou de téléphonie de manière générale, ou d'internet, peu importe. En tout cas, c'était dégueulasse et je pense que c'était juste pour le buzz, mais c'est très particulier à voir parce qu'au moins, tu vois la technologie, comment elle rajeunit de manière très simple à jouer, parce qu'ils n'ont pas dû claquer beaucoup d'argent dans ça. Hein. Ça a l'air d'être un rajeunissement Gen AI assez simple, vu à quel point c'est dégueulasse, mais ça montre à quel point on va pouvoir faire des choses facilement avec l'IA aussi. Et c'est un peu inquiétant si des pubs commencent à s'y mettre comme ça, quoi. Si on parle de Sam Neill, c'est marrant parce que Possession va avoir le droit à un remake. Possession avec Sam Neill, avec Isabella Gianni. C'est un film que moi j'adore, hein, de Zulawski, qui est sorti quoi, 81, 82, un truc comme ça. Un remake qui est prévu avec Margaret Qualley et Callum Turner. Et je pense que c'est le bon choix, les deux. Callum Turner en Sam Neill, j'imagine, ça peut le faire. Et Margaret Qualley, quand tu sais la scène qu'elle devra jouer dans l'œuvre, ouais, je pense que ça peut le faire aussi. Par contre, c'est Parker Finn qui réalise, c'est le réalisateur de Smile. Smile, moi, j'ai pas du tout aimé, mais Possession, remake, pourquoi pas, même si l'original existe et pas besoin de le remaker.
je pense que ça pourrait fonctionner vu les acteurs, à voir ce que ça va donner, même si je fais pas confiance au réal. Le youtubeur Markiplier défonce tout au box-office avec son film Iron Lung. Alors Iron Lung c'est très particulier parce que c'est un film qui va sortir en France au final, visa exceptionnelle de sortie. Il sortira le 19 et 20 février, donc réservez déjà vos séances pour ceux qui ont envie de le voir. Mais c'est un film qui a coûté 3 millions de dollars pour le produire. C'est un film qui a été distribué par Markiplier aux États-Unis et je pense qu'il est aidé par plein de gens pour être distribué dans le reste du monde parce que du coup voilà il va être diffusé partout. Mais il faut savoir que pour un mec qui a tout fait, il a fait donc le scénario, il est acteur, il est producteur, il est réalisateur et il distribue le film. Peut-être il est monteur aussi. Voilà. Enfin le mec fait absolument tout. C'est un film qui cartonne quoi. Ça a déjà rapporté plus de 30 millions au box-office international. C'est dingue, c'est fou, alors qu'il n'est pas encore sorti partout dans le monde. Et le budget était de 3 millions juste pour la production. Allez, on va être méga méchant et on va dire on va tripler pour le reste, production, distribution, marketing et des choses comme ça. À la limite, ça ferait 10 millions. Énorme, énorme succès. Apparemment, il y a plein de studios américains qui veulent lui parler pour faire d'autres choses et tout, mais il veut rester indépendant. Moi, en tout cas, ce film a cartonné. À voir si d'autres youtubeurs américains avec une énorme popularité vont s'y mettre pour faire des projets comme ça. En France, les séances, visiblement, commencent à être pleines un peu partout, donc n'hésitez pas à réserver. Moi, j'irai le voir aussi. Je pense que j'en ferai une critique. Bon, là, les retours sont pas extrêmement bons concernant le film, mais c'est quand même dingue que tu es un youtubeur et tu fais un film qui rapporte autant d'argent au box-office. C'est fou et ça a failli finir premier du box-office aux States. Il y a juste le Sam Raimi qui l'a battu, mais à peine. Il y a genre 1 million de plus pour le Sam Raimi, on en parle dans quelques secondes. Et Iron Lung était juste derrière, donc c'est quand même assez exceptionnel. Bah, très cool, après on va voir le film, s'il est bien ou pas, j'en parlerai. Mais c'est cool qu'un youtubeur puisse faire face à des gros studios hollywoodiens et rapporter 30, peut-être même plus, peut-être en fin de carrière, il va rapporter 40, 50 millions, on sait pas. Donc je suis quand même assez curieux de voir le film et on en parlera évidemment. Jeffrey Epstein, vous savez, les fameux fichiers sont sortis, alors pas tous encore une fois, il manque plus de la moitié, mais il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, dont des réalisateurs et des acteurs. Les classiques concernés, c'est évidemment Woody Allen, ils étaient très proches, Woody Allen et Jeffrey Epstein, mais on savait déjà que Woody Allen était visiblement, d'après beaucoup de personnes, potentiellement un prédateur. Je dis ça parce que j'ai pas envie de me prendre un procès au cul, encore une fois. Donc Woody Allen et Epstein étaient très très proches. Brett Ratner, que vous voyez sur l'image ici, réalisateur de Rush Hour, X-Men 3 et le film Melania, dont on va parler dans quelques secondes, était aussi très proche de Jeffrey Epstein, et il est très proche de Trump, qui est aussi dans les fichiers Epstein évidemment, et Trump est condamné pour viol depuis des années, et il est énormément dans les fichiers, donc il y a de fortes chances que le président des États-Unis soit un énorme pédophile. Bon, ça c'est un autre débat, mais il y a Brett Ratner, il y a Jack Lang évidemment qui fait un peu la tournée des plateaux pour parler de ça, et il dit qu'il connaissait pas le mec, enfin c'est ridicule. Et il y a Hazanavicius qui est étonnamment beaucoup cité aussi. Apparemment ils se sont pas rencontrés ou juste une fois, mais ils ont eu pas mal de correspondances, et il dit qu'il ne savait pas qui il était. Bon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs surprises ou de réalisateurs surprises. Bon, il y a des connus, des gens déjà cités auparavant, des choses comme ça. Il n'y a rien de surprenant, mais voilà, les Brett Ratner, Woody Allen, Jack Lang et tout ça, ça a été de nouveau confirmé. Fast Forever sera le nom du dernier film Fast and Furious qui devrait sortir du coup en mars 2028. À voir ce que ça va donner, le tournage devrait bientôt commencer. Est-ce qu'ils vont assumer le côté full action, blockbuster énorme? Est-ce qu'ils vont retourner aux sources? Je vous dis ça parce qu'à chaque fois ils disent ok, retour aux sources, ok, climax énorme. Il y aura le retour du personnage de comment il s'appelle, vous savez, qui est Brian, qui est mort dans le 7, enfin qui est parti dans le 7 et qui revient. Bref, on va voir ce que ça va donner aussi, mais en tout cas je pense que ça peut être assez problématique parce qu'ils font un peu n'importe quoi concernant cette saga. Le dernier avait flop en réalité, enfin flop, peut-être il était à peine rentable, pourtant il avait fait 700 millions, mais le budget était tellement élevé que là ils vont tenter un dernier Fast et on va passer à autre chose, peut-être il y aura des spin-offs par la suite, mais oui, un dernier Fast and Furious, la fin, la conclusion devrait enfin arriver en mars 2028 parce qu'à la base c'était 3 films de conclusion, ensuite ils ont réduit à 2 et là ils font un dernier qui sera même pas une partie 2, juste Fast Forever pour conclure tout ça. Steven Spielberg a donc diffusé la nouvelle bande-annonce de son film Disclosure Day au Super Bowl et ça a l'air pas mal. Je suis pas encore méga convaincu, après je suis convaincu par Spielberg, attention, mais les images m'ont pas convaincu en soi, mais Spielberg me rassure, et Spielberg est devenu officiellement un EGOT. EGOT, c'est avoir gagné un Emmy Award, un Grammy Award, un Oscar et un Tony, donc Tony c'est le théâtre pour ceux qui savent pas, Grammy c'est la musique, Emmy c'est les séries télé et Oscar c'est les films, et il a gagné car il était donc producteur du film documentaire Music by John Williams qui a donc gagné un Grammy. Donc Steven Spielberg est un EGOT. EGOT, c'est pas beaucoup de personnes qui ont ce titre, très très peu, même je crois que c'est moins d'une vingtaine ou une douzaine, un truc comme ça. Donc voilà, Steven Spielberg en fait partie. Elon Musk s'attaque à l'Odyssée de Christopher Nolan car la
rumeur du moment, c'est que Lupita Nyong'o jouerait Hélène de Troie. C'est pas l'Iliade, hein, pour rappel, hein, c'est l'Odyssée. Alors oui, il y aura la scène de Troie, évidemment, parce que ça sera le prologue et le début du film. Donc Hélène de Troie aura sûrement un petit rôle, mais Elon Musk, ce petit fasciste nazi, s'est énervé car une femme noire n'a pas joué Hélène de Troie. Encore une fois, si vous êtes gêné que des femmes noires jouent des rôles comme ça, vous avez un problème. C'est de la fantaisie, c'est purement fictif, c'est purement raciste de penser qu'une femme ne peut pas jouer n'importe quel rôle dans n'importe quelle œuvre. La couleur de peau d'Hélène de Troie n'a aucune importance, c'est une œuvre de fiction, c'est de la mythologie. Christopher Nolan fait ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est de ne pas réduire, en général, en termes de travail, je parle bien, des minorités. Si on prend des rôles de minorités qui n'ont pas d'occasion ou très peu d'opportunités professionnelles, là c'est dommage de les remplacer par d'autres couleurs. Mais là, c'est un film de Nolan, il va mettre les stars qu'il veut, ses amis, ses collègues et tout. Il fait ce qu'il veut, quoi. C'est pas ça qui va être problématique. Et encore une fois, hein, quand vous prenez l'exemple de Hélène de Troie dans le film 3 avec Brad Pitt et tout, je veux dire, elle était allemande, Hélène de Troie. Hein, c'était une actrice allemande. C'est pas non plus la même région géographique et la même ethnie que la vraie Hélène de Troie, entre guillemets, quoi. Donc attention à ça aussi, parce que c'est juste purement raciste. Hein. Ils ont vu une blanche dans 3 en 2004, ils se sont dit, ok, ça passe, c'est l'Europe, c'est blanc. Ce qui n'est pas spécialement vrai, hein. L'Europe, c'est pas que blanc, il y a beaucoup de métissage, il y a beaucoup de choses différentes, surtout en Méditerranée. Là, ils ont vu une noire, ils ont paniqué. Alors qu'encore une fois, la Méditerranée, c'est aussi l'Afrique. Il y avait beaucoup de noirs en Méditerranée. Et bon, c'est pas, encore une fois, un truc documentaire historique, c'est pas un biopic, ça n'a pas d'importance. La couleur de peau n'a aucune importance ici. Le même débat en boucle et le fait que des fascistes comme Elon Musk s'énervent, c'est la preuve que le film risque d'être très très bien. Et moi, je fais confiance à Nolan. Je pense qu'il a choisi les meilleurs acteurs pour les rôles en question. Et il aura un petit rôle. Peut-être il aura une ou deux scènes. Ça va être risible. J'y crois. Moi, je pense que ça va être très très bien tout de même. Austin Butler va jouer Lance Armstrong, qui sera donc d'un biopic réalisé par Edward Berger, que vous connaissez pour Conclave. À l'ouest, rien de nouveau. Et c'est marrant parce que je parlais de Callum Turner juste avant, mais je trouve que Callum Turner ressemble pas mal à Lance Armstrong, donc ils auraient peut-être pu choisir Callum pour ça, mais Austin Butler est un excellent acteur, je pense qu'il va faire un taf formidable, c'est quand même une légende américaine, Lance Armstrong, pour les bonnes et mauvaises raisons, donc je suis très curieux de voir à quoi va ressembler ce biopic, surtout qu'Edward Berger, c'est un bon réalisateur aussi, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction ils vont aller. Pour le coup, il y a un truc que je comprends pas, c'est Isabella Merced qui va jouer dans un remake, j'ai envie de dire, mais une nouvelle adaptation de House of the Dead qui a déjà été adaptée par Uwe Boll. D'ailleurs, Uwe Boll est énervé car il voudrait faire une suite, lui, et non pas laisser Paul W.S. Anderson faire ce film-là. Alors, je sais pas pourquoi des gens vont jouer pour Paul W.S. Anderson. Est-ce que Paul W.S. Anderson, il paye super bien? Est-ce que c'est un mec adorable, mais il fait que des films de merde? Parce que là, In the Lost Lands, qui est sorti l'année dernière avec Dave Bautista, Mila Jovovich, ça a coûté genre 55 millions. Je sais pas qui a donné 55 millions à Paul W.S. Anderson. Peut-être il paye super bien, peut-être les gens le kiffent de ouf et c'est pour ça que tout le monde joue pour lui. Mais je pensais qu'Isabella Merced pourrait faire des rôles plus intéressants. Mais voilà, il fait encore des films et c'est un House of the Dead remake qui va avoir lieu. Remake, nouvelle adaptation évidemment du jeu vidéo. Cette fois-ci par W.S. Anderson qui est vraiment habitué aux adaptations de jeux vidéo. On le connaît, il a quasiment fait que ça. À voir si Uwe Boll va faire son crowdfunding, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait faire un crowdfunding pour financer la suite légitime, dit-il. Encore une fois, bizarre comme choix de casting, bizarre que des gens jouent pour lui, mais si ça les fait kiffer, s'ils gagnent de l'argent, ça reste un métier avant tout. Première image du prochain film de Christian Mungiu, Fjord, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve. C'est l'histoire d'immigrés roumains en Norvège. Hâte de voir ce que ça va donner, il sera sûrement présenté au Festival de Cannes. J'irai à Cannes normalement cette année, peut-être je le verrai là-bas, mais ça me fait rire et ça me fait kiffer à quel point aussi Sebastian Stan, il a envie de jouer avec des réalisateurs un peu du monde entier, surtout roumains, parce que il parle roumain et il est roumain, donc c'est cool de leur donner une chance et de leur permettre d'avoir de plus gros budgets, parce que Sebastian Stan dans ton film, ton budget évidemment il augmente. Donc hâte de voir ce film. Pedro Pascal a officiellement remplacé donc Joaquin Phoenix dans le film de Todd Haynes. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y avait un film de Todd Haynes qui était prévu et Joaquin Phoenix s'est barré du projet alors que le tournage allait commencer. Genre littéralement le tournage allait débuter. Joaquin Phoenix s'est complètement barré, ça a mis tout le monde dans la merde évidemment, dont Todd Haynes, et il cherchait des remplaçants parce que les équipes devaient bosser, c'était prévu, mais bon, c'était pas faisable. C'est Pedro Pascal qui l'a remplacé, le tournage va commencer bientôt, il y a plein d'autres acteurs qui vont jouer pour l'instant avec lui. C'était une histoire gay, c'est peut-être pour ça que Joaquin Phoenix voulait pas le faire au final, ce qui est un peu bizarre, mais il a lâché le projet au dernier moment. Ce sera une histoire gay, avec beaucoup de nudité, un truc un peu vraiment sexuel, et Todd Haynes, moi j'aime beaucoup en tant que réal, donc je suis très content qu'il ait trouvé quelqu'un pour faire son projet, et je suis très content parce que les équipes devaient bosser sur ce projet-là, et ils ont été mis un peu au chômage, quoi. Mais bon, au States, il n'y a pas vraiment de chômage ou des choses comme ça, donc c'est cool qu'elles aient de nouveau l'opportunité de bosser, et que ce film va se faire.
Dommage pour Joaquin Phoenix qui a fait un peu le con, mais ça, c'est bien plus respectueux de la part de Pedro de reprendre un rôle comme ça. Et Massacre à la tronçonneuse sera bel et bien de retour, hein. C'est A24 qui a récupéré les droits et des films et des séries sont prévus sur l'univers. Alors les films seront produits par Glenn Powell. Je crois que Glenn Powell, c'est un Texan qui est méga fan de Massacre à la tronçonneuse, du coup il va produire ses œuvres. Et c'est J.T. Molnar qui va réaliser le film apparemment et peut-être même les séries. J.T. Molnar, c'est le mec qui a fait Strange Darling récemment que moi j'ai beaucoup aimé. Donc en vrai, pourquoi pas, même s'il y a eu déjà trop de remakes, reboots bizarres de Massacre à la tronçonneuse, pourquoi pas retenter une chance chez A24. Côté Apple, c'est pas mal d'actualités avec les séries télé dont Sugar. Sugar saison 2 les gens, le 19 juin, ça revient. Si vous n'avez pas vu Sugar, vous allez adorer. C'est trop bien, ça sort bientôt. Cape Fear avec Javier Bardem. Alors ça c'est un peu intriguant parce que Cape Fear, moi j'aime bien le film de Martin Scorsese, même s'il n'est pas excellent. J'aime bien De Niro dans le rôle. Là c'est Javier Bardem qui va reprendre le rôle. Ça sort le 5 juin, là où Sugar c'est le 19. Je pense que ça peut le faire aussi. J'ai hâte de voir plus d'images à la bande-annonce. Outcome par contre, c'est le prochain film avec Keanu Reeves réalisé par Jonah Hill. Jonah Hill sort 2 films normalement cette année et il sort le 10 avril sur Apple TV+, donc pourquoi pas. Margot's Got Money Troubles aussi sortira le 15 avril, à voir ce que ça va donner, je suis très curieux. Et nous avons Lucky qui a le droit à une sorte de mini bande-annonce teaser avec Anya Taylor-Joy. Et pour rappel, hein, Anya Taylor-Joy en termes de série télé, c'est toujours des cartons, dont évidemment le jeu de la dame qui avait cartonné. Ça sort le 15 juillet, ça a l'air d'être la plus grosse série Apple de l'année, ça a l'air vraiment bien, donc j'ai très hâte de voir ça. Concernant Amazon Prime, c'est Melania, donc le documentaire sur Melania Trump qui a battu un record. C'est le plus grand écart Rotten Tomatoes de l'histoire entre les critiques et les fans. Les fans de Melania Trump adorent, hein, presque 100%. C'est catastrophique. Voilà, c'est bon, c'est n'importe quoi, hein. Vous savez, c'est un peu les fandoms, mais pour l'extrême droite cette fois-ci. Et il faut savoir que c'est un énorme flop, Melania. Alors, critique évidemment. Puis là, les fans, il ne faut pas le prendre en compte, hein. C'est juste de la secte de Donald Trump. Mais en tout cas, c'est 40 millions de budget, ce qui est énormissime. C'est 35 millions de marketing, ce qui est quand même énorme pour ce genre de projet. C'est le plus grand écart, comme je vous l'ai dit, et c'est un flop parce qu'il n'a même pas rapporté 15 millions à ce jour. Donc personne ne va voir ce film, et tant mieux, parce que c'est sûrement la propagande fasciste sur la famille Trump. Concernant God of War et le casting, nous avons donc le casting de Mimir, qui sera interprété par Alastair Duncan. C'est littéralement le même acteur que dans les jeux vidéo, donc en vrai ça c'est cool, au moins tu auras la même voix et la même tête en théorie. From saison 4 s'est montré avec une bande-annonce et moi j'ai lâché. Vraiment j'ai quitté le navire, ça m'intéresse plus du tout From. Je trouve que ça traîne en longueur, je trouve que c'est nul, je trouve que c'est à côté de la plaque. Mais pour les fans de From, ça sortira bel et bien le 19 avril. The Exorcist a le droit à un nouveau casting, vous savez le film de Mike Flanagan qui sort l'année prochaine normalement. Lawrence Fishburne et Chiwetel Ejiofor ont rejoint le projet. Ça intrigue parce que voilà, Exorcist, Mike Flanagan et tout, je pense que ça peut le faire. Il y a déjà Scarlett Johansson dans le projet, j'ai envie d'y croire. Faut savoir que Amazon a dépensé 22 milliards dans du contenu l'année dernière. 22 milliards, c'est plus que Netflix. Donc 22 milliards pour des séries que quasiment personne ne regarde, c'est assez marquant, c'est énorme. Combien de séries Amazon pouvez-vous citer ? Non mais vraiment, combien de séries Amazon vous pouvez citer ? Divisez ce nombre par le budget et vous allez voir combien coûte entre guillemets une série Amazon. J'exagère, c'est un peu une blague quand je vous dis ça, mais Netflix à côté a dépensé moins. Je crois que c'est 18 milliards l'année dernière, on n'a peut-être pas les chiffres pour l'instant, mais Amazon c'est 22 milliards et il n'y a pas beaucoup de séries qui cartonnent et qui sont des événements culturels sur Amazon, donc c'est quand même assez marquant de ce point de vue-là aussi. Concernant Netflix, c'est Stranger Things Tales from 85 qui s'est montré, la série d'animation sur l'univers Stranger Things. Oui, écoutez, ça a l'air pas mal, ça peut être très très sympathique, à voir ce que ça va donner. Je sais pas si je regarderai parce que la saison 5 de Stranger Things, je trouvais tellement nul que je pense que j'ai lâché l'univers, mais pour les fans, ça existe. Christopher Nolan ne croit pas en Netflix quand ils disent qu'ils vont mettre les films au cinéma pendant 45 jours et ensuite sur Netflix. Encore une fois, ça c'est très cool de la part de Nolan de se battre pour les salles de cinéma parce que pour lui c'est important à juste titre. Mais vous faites quoi en France par exemple ? En France on fera quoi ? J'ai hâte de voir ce que ça va donner, très curieux, mais 45 jours avant d'être sur Netflix, c'est une véritable catastrophe. Malheureusement, dans tous les cas, c'est le cas pour beaucoup de films aujourd'hui, parce qu'ils sont plus dans un système VOD aux States. Mais Nolan, il se bat pour plus de salles de cinéma, car pour rappel, il est le président du syndicat des réalisateurs aux États-Unis, la DGA, la Directors Guild Association, donc c'est normal qu'il se batte pour les salles de cinéma et pour les réalisateurs, il a 100% raison. Danny Boone va faire une série télé dans le nord de la France sur un fan de Johnny et tout. Bon, ça a l'air d'être une sorte d'inspiration de Bienvenue chez les Ch'tis en mode série télé. Sa première série télé, si je dis pas de bêtises, à voir ce que ça va donner, mais ça me donne pas du tout envie personnellement parce que j'ai quasiment rien aimé de Danny Boone. Tout simplement, War Machine, le nouveau film avec Alan Richardson, s'est montré, la bande-annonce du film de SF de guerre. Alors War Machine, c'est marrant parce qu'il y a déjà un film Netflix qui s'appelle War Machine avec Brad Pitt qui est sorti il y a
il y a 10 ans, déjà j'ai l'impression. En tout cas, ça a pas l'air très très bien, mais je suis content parce que Larry Hutchinson, il mérite un peu cette renaissance post-Reacher, qu'il ait du travail, qu'il gagne un peu d'argent, c'est très très cool. En plus, il est très woke et ça j'apprécie. Ensuite, nous avons la bande-annonce de The Adventures of Cliff Booth, et là c'est lunaire. C'est un peu une surprise, on s'attendait peut-être pas à voir ça au Super Bowl, mais grosso modo, c'est quelques secondes de ce film réalisé par David Fincher et donc écrit par Quentin Tarantino, et visuellement, c'est du Fincher. Genre c'est sombre, c'est froid, mais avec l'ambiance Tarantino. Et c'est très 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 bizarre. Je trouve que ce film est très étrange. L'existence du projet, je trouve que c'est très très bizarre aussi. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Parce que franchement, Once Upon a Time in Hollywood, c'était vraiment très éclairé, limite jovial un peu dans l'esthétique et tout. Et là, c'est l'inverse, quoi. C'est froid, mais avec un scénario de Tarantino. Et ça, je ne capte pas du tout. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Donc c'était très bizarre de voir ce petit teaser de 1 minute. Tu te dis, mais attendez, mais c'est quoi ce projet trop étrange? Je refuse de croire qu'il existe. Il sortira directement sur Netflix, évidemment. C'est trop bizarre, quoi. Allez voir la bande-annonce, hein. C'est vraiment Fincher, son esthétique. Et en même temps, il y a un truc qui cloche parce que tu sens que c'est le scénario de Tarantino déjà, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça, je suis quand même assez curieux, voir si c'est un carnage ou pas du tout. Send Help, qui sort cette semaine, je sortirai ma critique demain, évidemment, est un petit carton en box-office. Il était premier aux États-Unis, 53 millions pour l'instant, pour 40 millions de budget. C'est pas encore un succès, mais le bouche à oreille est très bon pour l'instant. C'est même pas 50% de chute aux États-Unis, donc c'est un bon bouche à oreille. Il faut savoir qu'à la base, Sam Raimi voulait sortir ce film avec Sony, mais Sony voulait le sortir en streaming, ce qui serait une bêtise parce que regardez, les top 1 au box-office aux States. Et je pense qu'il va bien marcher international aussi parce que le film, j'en parlerai demain, mais il y a des choses qui vont marquer, je pense, et les gens vont bien kiffer. Et je pense que le bouche à oreille sera vraiment très bon parce que c'est un film de Sam Raimi, un peu à l'ancienne, et je pense que les gens sont friands de ça aujourd'hui. Ma salle était assez pleine en avant-première, évidemment, et je pense que, vu les réactions dans la salle, les gens vont bien kiffer, parce que c'est le genre de film qui va plaire à beaucoup de gens au cinéma. On en parle en critique demain. Le Diable s'habille en Prada 2 a le droit à sa première bande-annonce. Bon, écoutez, après le teaser qu'on a eu juste pour annoncer l'œuvre, là, cette bande-annonce, elle me convainc pas des masses. C'est pas très très beau, ça a pas l'air d'être très inspiré, d'être très intéressant. Ça peut le faire, hein, ça peut être bien, j'en sais rien, mais pour l'instant, il y a rien qui me donne particulièrement envie. Ça fait vraiment un legacy, sequel, reboot, remake bizarre, mais c'est un carton en termes de vues. C'est la bande-annonce la plus regardée pour l'instant de l'année, 222 millions de vues en 24 heures. C'est le record pour 20th Century. À voir ce que ça va donner, mais les gens vont aller voir ça en masse parce qu'ils l'attendent. Et il faut savoir qu'un projet Pirates des Caraïbes est toujours d'actualité. Alors il y en a 2 normalement et même des séries, donc c'est un peu le bordel Pirates des Caraïbes. Il y a des projets à droite à gauche annulés, ils sont refaits. Bref, c'est le bordel Pirates des Caraïbes, mais ça serait visiblement le nouveau projet en tout cas. Le projet avec Margot Robbie est maintenu, mais le nouveau serait sur le fils de Jack Sparrow. Bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais moi je pense que Pirates des Caraïbes devrait revenir. Mais juste comment, avec quel horizon, je sais pas, mais il faut juste prendre un bon réalisateur. C'est ça qui compte avant tout. Côté Warner, il y a pas mal d'actualités, dont une série Game of Thrones qui serait donc faite par Genndy Tartakovsky. Alors ça, c'est un choix qui est excellent parce que Game of Thrones, c'est assez brutal, c'est assez violent, et il voudrait faire la série des 10 000 navires par Genndy. Genndy, c'est le mec qui fait Primal en ce moment sur Adult Swim et donc HBO Max. C'est le mec qui a fait la série Star Wars, Clone Wars. C'est un mec qui est connu pour faire de l'animation méga violente, avec beaucoup de narration visuelle, beaucoup de talent. Donc j'y crois, je pense vraiment que c'est un mec qui peut le faire, et j'espère que ce projet va se faire parce que j'adore ce mec. Pour ceux qui se posent la question, A Night of the Seven Kingdoms, vous l'avez sûrement vu, hein, mais l'épisode 4 n'est pas sorti aujourd'hui car il y avait le Super Bowl, il est sorti vendredi et il est très bien. Voilà, j'en parlerai dans 2 semaines du coup de la fin de cette saison, mais pour l'instant j'adore, je vous conseille vraiment de regarder A Night of the Seven Kingdoms. Grosse annonce concernant HBO, c'est Baldur's Gate 3, plus ou moins, vous allez voir, qui sera adapté en série télé chez HBO Max, et c'est Craig Mazin, le showrunner de Tchernobyl, de The Last of Us, et je pense qu'il se fait un peu descendre sur The Last of Us saison 2, même si je ne l'ai pas trouvé horrible, la saison 2, il y avait encore de bonnes choses, mais là, il va faire la suite de Baldur's Gate 3. Et je sais que les fans de Baldur's Gate sont énervés car il y a plein de fins possibles à Baldur's Gate 3, je sais que ça va rendre canonique l'une des fins et tout, mais encore une fois, c'est une série télé, le jeu existera toujours, ne vous inquiétez pas, si vous voulez rester dans la bulle Baldur's Gate 3, le jeu existe, et ça a énervé beaucoup de personnes car l'Ariane ne sera pas dans le projet. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais il faut savoir que Baldur's Gate, c'est avant tout une licence Donjons et Dragons. Ça n'appartient pas à l'Ariane. Je veux dire, l'Ariane, ils ont fait Baldur's Gate 3 qui est apparemment excellent. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Mais avant l'Ariane, c'était BioWare, par exemple. Donc là, ils reprennent les personnages de Baldur's Gate 3 parce que les personnages n'appartiennent pas à l'Ariane, ils appartiennent à la licence Donjons et Dragons. Là, ils ont un contrat, j'imagine, HBO Max et donc Donjons et Dragons.
pour reprendre Baldur's Gate 3, pour profiter de la popularité du jeu vidéo et faire donc la suite. Il y a plein de gens qui s'énervent, peut-être moi le premier si j'avais fait le jeu vidéo, mais je le ferais avant la sortie de la série, j'imagine en 2029. Un truc comme ça, parce que c'est qu'un contrat qui vient d'être signé maintenant. Hein. Ça va prendre du temps parce que Craig Mazin il bosse sur la saison 3 de Last of Us, et peut-être après il va bosser sur Baldur's Gate. Donc pour moi, cette série elle sort en 29, voire 2030. Hein. C'est vraiment pas pour tout de suite, mais HBO, en termes de fantasy, en termes de budget, bah, c'est les meilleurs en fait. Donc si on me dit, ok, il faut choisir une chaîne, une sorte de plateforme pour les séries de fantasy, je vous dis ou HBO ou Apple. Mais Apple, ils n'ont pas encore l'expérience pour les séries de fantasy. Ils ont fait de la SF et des choses comme ça, mais en fantasy, il n'y a pas encore de preuves qu'ils savent le faire. Mais HBO, quand ils font de la fantasy, il suffit de regarder A Night of the Seven Kingdoms, HBO sont très très forts. Donc s'il fallait choisir quelqu'un pour faire ce genre d'œuvre, je pense que HBO sont les meilleurs. Maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite? Non. Est-ce que Craig Mazin va faire un bon travail? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le meilleur choix possible. Chez Netflix, ça aurait été une catastrophe. Chez Amazon, on a vu avec La Roue du Temps, Seigneur des Anneaux, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est un bon choix. Je ferai le jeu évidemment avant, j'espère, la sortie de la série, parce que c'est un jeu qui me chauffe et je sais que je vais adorer. Mais voilà, c'est HBO qui va s'en occuper. La série Rooster a partagé une bande-annonce. Hein, c'est une nouvelle série de comédie pour Steve Carell. Oui, ça a l'air mignon, sympathique. Mais je pense pas que je regarderai. Allez voir la bande-annonce, mais moi c'est pas mon délire. C'est l'histoire d'un prof et de la vie qui vit sur le campus et tout. C'est très bizarre, c'est très particulier. C'est pas trop mon délire, mais allez voir pour ceux que ça intéresse. Le film de Shyamalan, Remain, avec Jake Gyllenhaal a été décalé. Il devait sortir à l'automne, il a été décalé à février 2027. Bon, pourquoi pas, c'est un film qui est tourné en VistaVision. D'ailleurs, moi j'aime bien Shyamalan. Jake Gyllenhaal, j'ai envie de le revoir dans un rôle marquant parce que ça fait très très longtemps, ça fait genre 10 ans qu'il a pas fait un rôle mais iconique. C'était quand Nightcrawler, c'était le dernier, Prisoners peut-être, un truc comme ça. C'était une bonne dizaine d'années. Donc j'espère que Shyamalan va le motiver à rejouer dans des trucs vraiment forts, bien et tout, parce que je pense que c'est un mec qui a du talent, mais ça fait un moment qu'il s'est perdu dans des trucs un peu à la con, et je pense que Shyamalan va le faire revenir à des choses plus intéressantes. Il faut savoir que le film Clayface, qui devait sortir là cette année en septembre, a été décalé à octobre, donc un petit mois de décalage, ce sera fin octobre au lieu de début septembre. J'ai hâte de voir les premières bandes annonces parce que je pense que c'est un projet qui va être bien, et je pense qu'il va bien marcher. Là où je pense que Supergirl va flopper, je pense que Clayface va bien fonctionner. En termes de jeux vidéo, nous avons Resident Evil Requiem qui a partagé une sorte de bande annonce en live action qui était très très sympa, qui a plu à beaucoup de monde, et je partage juste cette actualité car c'est le réalisateur de La Guerre des Mondes qui a fait ce court métrage. Vous savez, La Guerre des Mondes avec Ice Cube, c'est lui qui a réalisé ce petit film. C'est mignon, c'est sympa, il y avait du budget, ça a fait plaisir à pas mal de personnes. J'ai hâte de jouer à Resident Evil Requiem, j'espère que j'aurai le temps d'y jouer pour le coup parce que c'est un projet qui m'intéresse. Mais en tout cas, la bande-annonce était faite par un mec qui a sorti l'un des pires films de l'année dernière et ça c'est toujours rigolo. Le marketing de GTA 6 va normalement commencer cette année. J'ai enfin hâte de voir du gameplay. Parce que moi, GTA, comme tout le monde, je l'attends, hein, mais moi, c'est du gameplay que je veux voir. Parce que l'ambiance, le monde est tout top. Les graphismes, bonus. Moi, c'est du gameplay que je veux voir. Parce que GTA et Rockstar ont toujours été faibles en termes de gameplay. Et moi, c'est du gameplay, certes accessible, je m'en fous qu'il soit populaire, le gameplay, facile et tout. Je veux juste voir du gameplay. Parce que je pense que je vais m'éclater dans GTA 6 comme tout le monde, hein, mais je veux juste voir du gameplay avant de m'extasier. J'ai envie de voir le monde, mais en termes de gameplay, comment on interagit avec le monde, comment on joue, les gunfights et tout. J'ai envie de voir à quel point le monde a évolué par rapport à Red Dead 2, j'ai pas fait, mais GTA 5 surtout, parce que GTA 5 était déjà un peu old school quand il est sorti en termes de gameplay, c'était pas très très bien, les missions étaient pas dingues, et GTA 5 est pas très très bien d'après moi, enfin ça reste un très bon jeu, hein, mais juste en termes de gameplay c'était assez faible, là où un GTA 4 c'était marquant et des choses comme ça. En tout cas voilà, j'ai hâte de voir du gameplay avant tout, mais normalement le jeu devrait sortir en fin d'année. Avowed et Outer Worlds 2 ont été des flops, en tout cas ont déçu pour Obsidian et Microsoft. Il n'y aura pas de 3 pour Outer Worlds et sûrement pas de 2 pour Avowed. C'est dommage parce qu'Obsidian, ils ont quand même sorti Fallout New Vegas, qui est l'un des meilleurs jeux all-time, je pense. Mais ils enchaînent un peu les échecs critiques et en termes de vente, ce qui est toujours un petit peu dommage. J'espère qu'ils vont se relever un jour. En termes de sortie de la semaine, c'est Hurlevent qui sort cette semaine. La critique sortira mercredi, évidemment. J'en parlerai. Send Help, je l'ai déjà vu. J'en parlerai demain sur la chaîne. Aucun autre choix. Ça, j'en parlerai en fin de semaine, je pense, pour le coup, parce que bah, faut que je le voie. Il est disponible sur Internet depuis des mois, mais j'ai vraiment envie de le voir en salle. Et Urchin, ça, j'aurai pas le temps de le voir, mais c'est le premier film, du coup, de Harris Dickinson et aussi le rôle principal. Peut-être ça peut être très très bien. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux car maintenant les vidéos sont disponibles en podcast aussi. Mais je partage aussi du contenu sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.